Restez connectés et écoutez Radio Afrique Santé. Votre santé, notre priorité. Bonjour à chacun, bonjour à tous, bienvenue dans Hémisphère droit, Hémisphère gauche, une émission thématique consacrée à la santé mentale, déviation sexuelle liée à une pulsion d'autodestruction dans laquelle le sujet ne trouve le plaisir que dans la douleur physique et les humiliations qui lui sont infligées. Cela s'appelle le masochisme. Pour mieux comprendre ce phénomène, nous avons fait appel au psychologue clinicien Vital Godovor. Vital, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Alors, chers auditeurs, masochisme, un trouble mental, c'est le thème du jour. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, Vital Godovor, quand dit-on que quelqu'un est masochiste? Merci, monsieur le journaliste, pour cette question. Avant tout, je salue les auditeurs. Ils ont répondu. Les internautes qui nous suivent. Je vais tout droit à la réponse à votre question. Quand dit-on que quelqu'un est masochiste? Oui. Alors, à l'entame de l'émission, vous avez déjà donné une idée de ce que c'est que le masochisme. On peut dire tout simplement que quelqu'un est masochiste lorsque cette personne a tendance à retrouver du plaisir dans sa propre douleur. Ce n'est pas uniquement sexuel, c'est également sur tous les autres aspects du comportement humain. Donc, le masochisme s'observe dans la sexualité, oui, mais dans la vie humaine en général. Donc, quelqu'un est masochiste lorsque cette personne, dans ses actions, ne retrouve que du plaisir, de la satisfaction, que lorsqu'il y a de la douleur et de la souffrance. Une question à laquelle vous vous attendez, sans doute. Être masochiste, est-ce que cela signifie qu'on a un trouble mental? Alors, nous avons l'habitude de définir le trouble mental, la pathologie mentale, lorsqu'il y a une certaine perturbation, une certaine souffrance envers soi-même ou concernant l'entourage. Autrement dit, il peut y avoir des comportements, des situations dans lesquelles et la personne et l'entourage n'est pas dérangé, personne n'est dérangé. Mais lorsque ça dérange soit la personne elle-même ou son entourage, on commence par parler de pathologie, on commence par parler de trouble. Donc, avec le masochisme, il y a souvent une souffrance dont l'individu masochiste même n'a pas souvent conscience ou ne le comprend pas comme tel. Et son comportement masochiste peut impacter son entourage également et créer des perturbations dans les relations avec les autres. À partir de cet instant, le masochisme peut être considéré comme un trouble. Alors, comment peut-on expliquer le fait que certains trouvent le plaisir sexuel, vous avez dit ce n'est pas seulement le plaisir sexuel, dans la douleur et l'humiliation? Expliquez-nous comment douleur et plaisir peuvent devenir des buts en soi. Comment douleur et plaisir peuvent cohabiter. Oui, peuvent cohabiter. Tout ça. Alors, c'est vrai que c'est paradoxal. Justement, c'est très paradoxal. À la base, mais il faut faire l'effort de rentrer dans le mental humain, dans le fonctionnement humain, le fonctionnement psychique humain, pour tenter de comprendre. En réalité, nous n'avons de satisfaction que lorsque tout semble aligné, tout semble droit, tout semble à sa place dans notre mental, dans notre perception, dans notre ressenti de la vie. Il se fait que pour certaines raisons qui surviennent dans l'enfance, surtout, l'individu est structuré de manière à ce que il se voit comme un martyr, quelqu'un qui doit assumer une responsabilité, doit prendre à cœur la souffrance des autres. Et c'est lorsque tout est ainsi que lui considère que tout va bien. Lorsqu'il y a un raté à ce niveau, c'est-à-dire que les autres sont en souffrance ou bien il y a une situation où il peut y avoir perturbation, insatisfaction et que ce n'est pas lui qui le ressent, tout ne semble pas à sa place. C'est paradoxal, mais c'est comme ça. Et ce qui explique ce fait, c'est un peu la question de l'inconscient.
Parce que nous sommes humains, nous avons une partie consciente qui fait que nous savons ce que nous ressentons, ce que nous disons, ce que nous faisons. Mais il y a une grosse partie de notre psychisme qui est inconsciente. Et c'est à considérer comme une boîte très noire, très opaque, mais une boîte très dynamique aussi, qui constitue le moteur de beaucoup de nos conduites, de nos pensées, de nos ressentis. Donc dans l'inconscient, ce paradoxe-là s'installe comme quelque chose de normal pour cet individu dans cette situation de masochisme. Vous voyez, donc son inconscient lui envoie que pour que tout soit bien, pour que toi tu sois à l'aise, il faut que ce soit toi le responsable de tout ce qu'il y a comme souffrance, insatisfaction et douleur. Et là, c'est à ce moment que tu te sens bien. Donc, quand ce n'est pas comme ça, cette personne est mal à l'aise. Et donc, elle reste dans son masochisme de façon passive et continue sa vie comme ça. Donc, voilà un peu, c'est un peu l'inconscient qui dit cela. Et ce vecteur est installé dans l'inconscient ou s'installe dans l'inconscient à partir de certains événements de l'enfance, de l'éducation, de l'adolescence et j'en passe. Oui. Avant de poursuivre avec les facteurs, votre chute m'amène à vous demander quelles sont les personnes qui sont les plus exposées aux pulsions du masochisme. D'accord. Les personnes les plus exposées au masochisme, ce sont les personnes qui ont connu déjà à leur enfance un environnement humain surtout, un environnement humain, c'est-à-dire ceux qui les entourent, notamment leurs parents, un environnement humain qui les prédispose à ce fonctionnement. Pour être un peu plus précis, lorsque le père, la mère, un tuteur, une tutrice a comme conduite, souvent appelée éducative, a comme conduite provoquant chez l'individu une certaine culpabilité, une certaine responsabilité de ce qui ne va pas. Cet individu en développement alors va installer cette dynamique-là en lui, dynamique qui va se cristalliser progressivement dans son mental. Ça voudra dire tout le temps, papa a feigné me responsabiliser de certains problèmes qu'il a. Maman, dans son attitude, parfois même sans parler, a montré que je suis responsable de sa souffrance, de ce qui ne va pas actuellement. Ou à chaque fois quand on me commande quelque chose que je n'arrive pas à faire correctement, étant enfant, moi je sais pas, je n'ai pas pu le faire, mais les réprimandes sont telles que je me sens responsabilisé. Alors ces petits gestes-là sont des gestes qui poussent l'enfant à construire en lui la nécessité ou la normalisation d'être responsable de tout ce qui ne va pas. Parfois, même quand ce n'est pas vraiment de sa responsabilité ou lorsque sa maturité ne permet pas encore de le rendre responsable de ce qui se passe. Et donc, cette situation embarrassante et difficile à intégrer pour cet enfant constitue comme un petit traumatisme qui s'installe et qui progressivement va se manifester en masochisme chez l'individu. Voilà. Voilà ce que je peux dire rapidement. C'est vrai qu'on peut trouver beaucoup d'autres raisons, hein, mais les autres raisons sont beaucoup plus floues et abordent par exemple la problématique de l'inceste. Vous savez, dans notre culture ou dans notre nature humaine, il n'y a pas de relation sexuelle entre parents. Alors que à la naissance, l'enfant est attaché à sa mère. Et puis cette relation-là, comme une relation sentimentale, aussi sentimentale que le père est constitué comme un rival. Vous voyez, donc l'enfant vit cette difficulté-là d'une position de, comment je vais l'expliquer, du plus faible dans un combat qui le dépasse, parce que papa a toujours considéré maman comme sa femme. Ben toi tu es un intrus, tu viens d'arriver et tu t'accapares de maman comme ça. Or, le jeune considère sa maman comme sa chose, comme lui, une bonne partie de lui. Alors plus tard, il va remarquer que cet attachement qu'il a eu avec sa maman n'était pas autorisé, n'était pas autorisé par la culture humaine. Parce que il y a eu tellement d'intimité entre les deux, entre lui et sa maman, que ça flaire même une relation intime.
Alors, une relation intime entre un enfant et sa mère, c'est pas possible. La société n'accepte pas ça. Donc, l'enfant va se sentir coupable d'avoir eu ce genre d'expérience si les actes éducatifs n'arrivent pas à le sortir de cette étape normale de son développement-là, sans le culpabiliser. Alors, il va se sentir coupable d'avoir fait cette expérience. Et cette culpabilité nécessite souvent une punition. Quand on est coupable, il faut être puni. Alors, donc, il se sent redevable, il doit recevoir une punition pour cette expérience qu'il a eu à faire, dont il se considère comme responsable. Et donc, pour se punir, il doit souffrir. C'est là où la souffrance entre en jeu et constitue maintenant quelque chose de normal pour lui. J'ai commis un acte répréhensible à ma naissance et je suis coupable. Je dois être puni pour ça et chaque jour que Dieu fait, je dois m'arranger pour obtenir ma punition. Il y a un mot pour dire ça souvent, pour puger ma peine. Voilà, pour puger ma peine. Donc c'est dans cette logique-là que le masochiste fonctionne. Et ça, c'était le second cas que je donnais avec le rapport à l'inceste. Voilà. Donc, je m'en arrête là pour le moment. Monsieur Vital, ce que vous dites m'amène à poser cette question. Est-ce que nos mères doivent arrêter d'appeler, par exemple, les enfants Assouti, Zadi Moumari en langue locale font? Est-ce qu'il faut essayer, à un moment donné, de ne pas trop associer l'enfant à ce qu'on fait parce que nos mères sont habituées même à prendre une douche avec l'enfant, jusqu'où il faut aller dans les relations intimes avec son enfant? Voilà, vous avez totalement raison de poser cette question parce que c'est tout naturel que la mère appelle son enfant Assouti, mon mari, mon chéri, mon tout. Parce que l'enfant a besoin d'amour. Malgré tout ce qui se dit là tout de suite par rapport au masochisme, l'enfant a besoin énormément d'amour. Là où se situe le problème, c'est les conduites qui sont, je dirais, excessives ou excentriques de la part du père, par exemple, ou les excès en termes d'intimité. Et ces excès-là, je les trouve également au niveau de l'âge. C'est ce qui m'amène à aller vers le niveau où vous parlez de prendre une douche, dormir toute nue avec son enfant jusqu'à un certain âge. Alors là, ça devient pathogène. Ça devient pathogène, c'est-à-dire ça commence par installer ce qui peut devenir une maladie chez l'enfant. Donc, on peut appeler son enfant chéri, on peut l'appeler mon mari et tout, mais il faudra juste faire attention pour que à un certain âge, l'enfant ne confonde plus cet amour naturel auquel il a droit et un acte qui devient à la limite répréhensible, inacceptable socialement et incestueux. Il faudra vraiment faire attention à partir de, je ne sais pas, 3 ans, 4 ans, l'enfant commence par avoir une certaine conscience qui fait qu'on doit le mettre vraiment à l'écart de l'intimité de la mère. Je peux ajouter aussi les conduites parentales côté père, où le père doit assumer son rôle de père. En fait, le père, c'est un séparateur. Oui. C'est le rôle que lui joue dans la triade père-mère-enfant. C'est lui qui vient ramener à l'esprit de l'enfant que, on t'avait emprunté la mère. Donc, c'est le moment de te mettre à l'écart parce que nous, on a un chemin à continuer. Ouais. Donc, ça doit se faire de la façon la plus affectueuse possible pour que ce traumatisme ne vienne pas créer aussi d'autres pathologies dans l'esprit de l'enfant. Donc, c'est très subtil ce que nous disons là, c'est très délicat et on dira que chaque enfant avec la dose qui lui convient. Voilà. Vous avez également notifié que les enfants qui sont souvent tenus pour responsables de ce qui arrive dans la famille pourraient développer des pulsions du masochisme. Alors, cela m'amène également à vous demander, est-ce qu'il faut éviter de tenir responsable nos enfants? Est-ce qu'il faut éviter de les injurier à tout bout de champ, surtout que maintenant on refuse de ne pas bastonner les enfants? Et comme on n'a souvent pas l'habitude de ne pas punir par ici, voilà, on se dit la meilleure manière de culpabiliser peut-être l'enfant, c'est de l'injurier afin qu'il ne reprenne plus les mêmes erreurs.
Alors, dans notre culture, il y a eu beaucoup d'erreurs qui se commettaient et qui se commettent toujours. Mais puisqu'on n'avait pas des informations qui contredisent forcément ces habitudes-là, on les considérait comme normales. Mais aujourd'hui, avec l'évolution des connaissances en termes de sciences et de santé mentale, nous savons qu'il y a assez de choses dans notre culture qui n'aident plus le développement harmonieux des enfants. Pour en venir à votre question, est-ce qu'il faut éviter d'injurier, il faut éviter de châtier les enfants, de les accuser? En réalité, oui. Autant que faire se peut, il faut limiter tout ce qui est accusation, châtiment pour l'enfant. Les grands psychologues estiment même que la meilleure façon d'éduquer l'enfant, c'est de lui créer des conditions dans lesquelles il ne soit pas obligé il ne soit pas obligé de commettre des fautes. Lui créer les conditions de sorte qu'il ne soit pas obligé de commettre des fautes. Et si faute il y a, c'est de l'amener à voir la différence entre la personne qu'il est et la faute qu'il a commise. Ça, c'est une faute. L'être humain commet des fautes. Donc, il faut éviter de commettre ces fautes-là. Ça ne signifie pas forcément que toi, tu es une mauvaise personne. Donc, la façon dont nous accusons nos enfants, nous les punissons, nous les injurions, cette façon-là installe dans leur mental aussi des éléments, des ingrédients qui deviennent plus tard des sources de pathologie, des sources de mauvais fonctionnement psychique, et j'en passe. Donc, nous allons accuser nos enfants, mais nous allons faire attention à leur montrer ce qui ne va pas, tout en leur réaffirmant tout le temps la valeur qu'on leur donne, l'amour qu'on a pour eux. Je ne sais pas si je me suis fait assez clair. Bien sûr, vous avez été explicite. Voilà, c'est ce qu'il faut. C'est à cet exercice-là que j'invite les parents aujourd'hui pour le bon développement de leurs enfants. Mais d'aucuns vous diront que leurs enfants sont trop têtus, qu'ils ont déjà essayé de discuter, mais que ça ne va pas. Ce qu'il faut, c'est de les bastonner. C'est vrai. Il nous arrive à nous-mêmes, professionnels, parfois, de dire, mais ce que nous disons là, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est possible sous nos yeux? L'enfant africain n'entend pas plus le coup que le mot. On est allé jusqu'à se poser cette question-là dans les échanges entre professionnels, parce qu'on a remarqué que l'enfant européen est sensible au mot. Il comprend le mot le touche. Mais chez nous, ce n'est pas toujours pareil. Donc, le bâton vient donner la force qu'il faut au message. Oui, mais le problème, c'est que si nous laissons un petit champ au bâton, il peut prendre toute la place. Parce que c'est un moyen de facilité. Et quand la facilité s'ouvre à l'humain, il plonge là-dedans. Donc, si on autorisait un parent aujourd'hui à dire, bon, de temps en temps, vous pouvez frapper et tout ça là, il y a un risque derrière. Sinon, on aurait pu le dire. Il y a un risque derrière. C'est que quand on frappe, on ne voit plus, on ne mesure plus jusqu'où ça va. Et là, ça devient traumatique, ça devient pathogène pour l'enfant. Donc, la chose à faire, c'est d'éviter le bâton et de maximiser en quantité et en qualité la parole. La parole, les punitions non corporelles. On peut faire des privations. On peut priver l'enfant de choses. On peut faire des faveurs aux autres et lui montrer que lui n'en a pas droit pour une raison ou pour une autre. Ça va lui faire réfléchir. Mais lorsque le bâton le touche, ça embrouille un peu sa capacité à réfléchir et à concevoir le message qui est caché dans cette punition-là. Je ne sais pas si on voit un peu ce que eux disent. Donc, en gros, c'est ça. Le bâton, c'est à éviter au maximum. Les parents d'aujourd'hui, je dirais, parce que nos parents, nous, disons qu'ils ont déjà fini, même s'ils peuvent aider les parents d'aujourd'hui, les parents d'aujourd'hui doivent faire l'effort de développer le langage et surtout la patience. Donc, vous avez donné tout à l'heure l'exemple de parents qui disent qu'on a déjà trop parlé, c'est têtu, il n'entend pas. Nous, en notre temps, on nous bastonnait. Voilà, et ça passe très bien. Parce que quand tu reçois le cours, toi-même, tu sais que... Alors, aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'enfants comme ça. Et c'est une des raisons pour lesquelles on dit que l'éducation des enfants est plus difficile aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a la question des droits de l'homme, de l'enfant qu'on brandit derrière et qui limite dans les gestes éducatifs. Donc, être parent aujourd'hui, c'est un gros défi à relever. Et ce défi, c'est savoir maîtriser ses émotions, savoir communiquer,
et savoir orienter l'enfant avec affection. Beaucoup de patience, parce que tôt ou tard, l'enfant, à son rythme, finit par intégrer les messages et finit par se corriger. Mais quand on y va avec agressivité, cela empêche l'enfant de construire correctement le message éducatif et de s'accommoder à ça pour se conduire plus tard. Donc le bâton embrouille beaucoup de choses dans l'esprit des enfants. Donc voilà un peu ce qu'on peut dire en termes d'éducation pour ne pas créer des pathologies plus tard. Quel autre facteur déterminant peut-on noter? Parlez-nous par exemple des facteurs sociaux. Les facteurs sociaux. Bon, si je dois aborder les facteurs sociaux, je parlerai de l'environnement qui encourage ou qui cultive un peu tout ce qui est douleur physique, tout ce qui est châtiment, ainsi de suite. Alors, quand l'enfant est au contact de ce genre de situation, bon, dans sa constitution, il peut introjecter, il peut intégrer ça comme un fonctionnement normal. Tout dépendra des expériences qu'il a eu à faire, des centres d'intérêt, des points captivants à son esprit. Il peut intégrer tout ce qui est douleur, tout ce qui est châtiment, tout ce qui est souffrance comme normalité dans le fonctionnement humain. Normalité, il faut que je précise. Normalité, c'est vrai que la souffrance fait partie de la vie, mais la normalité dont je parle ici, c'est une normalité, disons, pathologique, c'est-à-dire, il faut que je souffre forcément. Non, ça c'est tout normal. On trouve que c'est normal, ça doit se passer ainsi. C'est ça, c'est obligatoire, c'est même ça. Il faut que je souffre, c'est quand je souffre que tout va bien. Il ne le dit pas comme ça, mais c'est comme ça que son esprit dicte ou bien joue le son. Il faut qu'il y ait souffrance. Et quand c'est comme ça, c'est qu'on installe déjà les bases de la pathologie. Donc, dans l'environnement, on peut dire tout ce qui est culture de souffrance, d'agressivité, de châtiment, tout ça peut être aussi une base constitutive du masochisme chez un être humain. Je pense que c'est l'essentiel. Hein. Bon, dans certaines religions aussi, le message va un peu dans le sens de l'automutilation, du châtiment, de la dévotion, oui, mais ça prend parfois des formes excessives. Et on ne va pas mentionner de courant religieux ici, bien sûr, mais on sait ce qui se dit dans différentes religions. Donc à ce niveau aussi, il faut que les parents jouent un grand rôle de modération pour aider l'enfant à ne pas prendre tout cru dans son immaturité ce qui se dit autour de lui. Voilà, c'est aussi important. Parfois, on va jusqu'à fouetter le fidèle pour chasser le démon. Ainsi de suite. Il faut se confesser et à la suite, on te rosse proprement. Soit disant que c'est l'esprit démoniaque qu'il faut chasser. Ces choses-là, l'esprit de l'enfant n'est pas toujours mature pour faire la part des choses, pour comprendre ce qui se passe. Donc, dans son immaturité, lui, il peut se dire que bon, c'est ça qui est normal, surtout quand c'est fréquent. Surtout quand c'est fréquent que les parents adhèrent. Pour l'enfant, les repères, c'est les parents. Donc, quand quelque chose se passe et que les parents sont d'accord, donc c'est normal, c'est bien. C'est ça que je dois prendre comme modèle. Donc, il faut vraiment faire attention à ce niveau-là. Voilà. Quels sont les troubles qui peuvent découler du masochisme? Quels sont les troubles qui peuvent découler du masochisme? Alors, je parlerai de troubles dans deux sens. Le premier sens concernant l'individu lui-même et concernant son entourage. Concernant l'individu lui-même, il faut dire que les masochistes développent un gros problème d'estime de soi. C'est-à-dire, c'est comme si la dynamique même qui est à la base du fonctionnement masochiste, là, cette dynamique-là, intègre un manque d'estime de soi. C'est-à-dire, il ne se voit pas comme totalement accepté, totalement, je dirais, installé, comme ayant une place complète dans la société, dans leur entourage. Ils se considèrent comme des martyrs, désignés ou non, en tout cas des martyrs du fait, qui doivent subir des souffrances. Parfois, il s'arrange même que la situation soit compliquée pour qu'eux ils se retrouvent dans leur bain. Ce qui fait que leurs ressources, ils n'arrivent pas à les sortir totalement. Mieux, il y en a qui sont souvent sur un chemin dépressif.
puisque la satisfaction qu'ils ont dans cette douleur n'est qu'une satisfaction factice. Ce n'est pas une vraie satisfaction, ce n'est pas une satisfaction profonde. Elle est superficielle. Les choses doivent être comme ça. Alors que, étant humains, ils sont conscients de la bonté ou bien de la douceur du bien-être. Voilà ce bien-être qui est absent du fait de ce fonctionnement automatique masochiste-là. Donc, ils sont dans l'insatisfaction, malgré que cette insatisfaction soit ce qui est satisfaction chez eux. C'est assez flou. Donc, cette situation les prédispose également à la dépression, à l'anxiété et à beaucoup d'autres pathologies. L'autre chose, c'est des gens qui ont des mécanismes de défense inadaptés parfois. Nous appelons mécanismes de défense des fonctionnements automatiques pour s'adapter aux situations dans la vie. C'est des gens qui, par exemple, vont faire semblant d'être humbles. En réalité, ils ne le sont pas. Ils vont faire semblant d'être humbles parce que, se faisant petits, ils subissent la douleur de l'humiliation. Or, en réalité, au fond d'eux, ils ne veulent pas être petits. Ils ont leur sentiment, leur ego qui est bien développé là, mais ils se font petits. Tout ça les maintient dans une souffrance qu'ils acceptent comme ça parce que ça répond à la norme qui est en haut, qui est toi tu dois souffrir. Donc le gros problème même c'est l'estime de soi et ça nécessite un travail sérieux pour les aider déjà à se retrouver puis à sortir du masochisme. Alors à l'endroit de l'entourage, le masochiste peut devenir agressif. Il peut devenir agressif lorsque je dirais que les conditions ne facilitent plus son fonctionnement normal. Son fonctionnement normal construit. Et cela me pousse à rappeler que le masochisme est à comprendre à partir du sadisme. Le sadisme, c'est le fait qu'on retrouve son plaisir dans la souffrance de l'autre. En réalité, le masochisme... On aime observer l'autre souffrir. Observer l'autre souffrir. On jouit lorsque l'autre souffre. En fait, c'est un retournement de cette situation-là qui donne le masochisme. C'est-à-dire, à la base, c'était un sadisme. C'est un sadisme, mais vu que ça ne peut pas être toléré, accepté, ou que les conditions ne s'y prêtent pas, automatiquement, le mental retourne ce sadisme-là dans le sens inverse. Donc, ce n'est plus l'autre, ce n'est plus la souffrance de l'autre qui va me faire plaisir, mais c'est ma souffrance à moi qui va me faire plaisir. Donc, le masochisme est à comprendre dans ce sens-là pour une meilleure... pour mieux cerner cela, il faut savoir que le sadisme est à la base du masochisme. Voilà. Donc, au sens social, le masochisme peut devenir agressif dans certaines situations. Et cette agressivité est perturbante. Alors, qui faut-il consulter lorsqu'on développe ces genres de pulsions? Alors, l'idéal, c'est un professionnel de santé mentale. Même un professionnel de santé, c'est-à-dire un médecin, un infirmier averti, pourrait orienter. Mais le travail va se faire avec un professionnel de santé mentale. Et quand je parle de professionnel de santé mentale, je pense à un psychologue, à un psychiatre, à un psychanalyste aussi. Et voilà. Donc, c'est à ces gens de professionnels-là qu'il faut recourir pour sortir de sa situation de masochisme. Alors, pour terminer, donnez-nous des astuces pour rester à l'abri du masochisme. Alors, des astuces pour rester à l'abri du masochisme, c'est déjà les parents. Les parents doivent faire l'effort de moins culpabiliser les enfants. Les parents doivent faire la promotion du bien-être, c'est-à-dire du confort émotionnel chez l'enfant, de l'affection chez l'enfant, et doivent surtout être exemples entre eux. C'est-à-dire, entre papa et maman, il faut montrer de l'amour, de l'acceptation, de la tolérance pour créer une ambiance paisible et agréable à l'enfant, d'abord. Maintenant, chez l'individu même, adulte, qui se sent masochiste, alors, à défaut d'aller voir un thérapeute, il faut déjà commencer par faire une introspection. L'introspection, c'est le fait de se lire soi-même, de retourner le regard sur soi-même, se dire, mais est-ce que la façon dont je fonctionne là, ça m'arrange vraiment? Mes souffrances là, c'est pourquoi? Qu'est-ce que j'y gagne? Est-ce que ça me permet de sortir toutes mes ressources? Ouais, donc, ce travail d'introspection, elle est très importante et on peut le faire forcément, pas forcément avec un accompagnement professionnel. Il faut savoir raisonner un tout petit peu, tout simplement.
Deuxième chose, en termes d'astuces, il faut savoir que nous ne sommes pas responsables de ce qui arrive aux autres. Ça là, parfois il faut même l'écrire quelque part pour se rappeler à chaque fois. Nous ne sommes pas responsables de ce qui arrive aux autres. Ce dont nous sommes responsables, c'est ce que nous pouvons faire. Nous pouvons faire. Et notre éducation en est un peu responsable. Parce que dans l'éducation, on nous dit souvent, dans certaines familles, c'est ton frère, et il faut faire ci, c'est ta soeur, c'est un parent, tu dois. Oui, c'est vrai qu'on doit assister son prochain, mais il faut savoir quelles limites nous avons. Lorsque je vais assister un prochain que je n'en ai vraiment pas les moyens, c'est que je n'ai pas les moyens. À partir de cet instant, si je continue à penser que j'aurais dû, alors je suis en train de verser dans une culpabilisation inutile et pathologique. Donc je ne suis pas responsable de ce qui arrive aux autres. Je suis responsable de ce que je peux faire. Ça, il faut le garder à l'esprit. Troisième chose, il faut toujours garder à l'esprit que nous avons le droit de nous sentir bien. Ça, c'est même un droit de naissance. Ce n'est pas une justice qui a apporté ça. À partir du moment où tu es né et que tu es sur cette terre-là, tu as le droit de te sentir bien. C'est d'ailleurs dans ces conditions que tu donnes le meilleur de toi. Nous sommes importants. Chaque individu comme ça est important. Il suffit de voir tout ce qui se débloque pour sauver un individu dans des situations catastrophiques. Vous voyez, donc c'est à nous-mêmes de nous dire je suis important. Si quelque chose de grave m'est arrivé là maintenant, c'est sûr que même si l'entourage ne dit rien, mes parents vont courir pour que je me retrouve. Donc je suis important. J'ai le droit d'être à l'aise, de me sentir bien. Qu'est-ce qu'il reste encore? Je pense que c'est les grosses idées qu'il faut avoir à l'esprit tout le temps pour chaque fois rester à l'abri de tout ce qui est masochiste. Il faut prendre soin de soi. Personne ne viendra prendre soin de nous à notre place. Il faut prendre soin de soi. Il faut s'aimer. En fait, tout être humain a des qualités et des défauts. Et on doit apprendre à s'accepter. J'insiste sur ce mot-là. À s'accepter tel qu'on est, avec nos qualités et nos défauts. En même temps, je le dis, quand on dit ça, il y a un piège derrière. C'est pas parce qu'on a dit qu'il faut apprendre à s'accepter qu'il ne faut pas se corriger. Il faut s'améliorer au jour le jour. Je parle d'une acceptation inconditionnelle. Voilà. Vital Godovor, merci beaucoup. Je vous en prie. Je rappelle que vous êtes psychologue clinicien. Chers auditeurs, masochisme, un trouble mental, point d'interrogation, c'était le thème du jour. Merci de nous avoir suivis. À très vite sur Radio Afrique Santé.